l'initiative Faso Merbo, qui est devenue une agence aujourd'hui. Alors, lorsque nous entamions l'autoroute, certains doutaient parce que c'est un projet qui est là depuis plus d'une décennie. Bien sûr, nous avons trouvé le projet et lorsque nous avons donc cherché à comprendre même le projet, c'était une autoroute de 2 fois 2 voies. Et les entreprises en majorité étrangères qui avaient fait des propositions, les moins chères étaient, je pense, 1032 milliards pour faire les 2 fois 2 voies. Et donc, on nous proposait de nous financer pour pouvoir le réaliser en 10 ans pour les délais les plus courts. Il faut être conscient. Pour nous condamner les générations qui ne sont même pas encore nées à des prêts de 50, 60 ans pour construire une autoroute de 2 fois 2 voies qui sera dépassée dans peu de temps. Lorsque nous avons voulu savoir si c'est 4 fois 2 voies, certains même se sont moqués de nous, certains entrepreneurs, ils n'y croient pas. Dans un tel pays, 4 fois 2, c'est pas raisonnable. Certains ont dit que ça devrait nous coûter plus de 3 000 milliards. Mais comme je dis, dans la révolution, c'est la responsabilité, c'est la conscience. On prend le domaine de l'éducation. Beaucoup d'amphithéâtres ont été construits. La dernière fois au Conseil, on a adapté des textes qui permettront donc d'équiper ces amphithéâtres et de construire de nouveaux amphithéâtres. Beaucoup d'écoles et centres de formation verront le jour en 2026, au bord donc de nos pôles de croissance tels que Bagré, Samandeni et autres. C'est pour amener les jeunes Burkinabés à pouvoir transformer, produire et transformer ce que nous faisons ici. Donc, nous n'allons plus nous concentrer sur l'enseignement général uniquement. Nous avons parlé d'enseignement professionnel et technique et donc beaucoup de lycées modernes verront le jour en 2026. En plus de cela, nous avons décidé de construire une université technologique et j'espère que d'ici la fin de l'année, vous allez voir cette université donc se dresser. Les travaux ont déjà commencé et nous avons donné donc dit aux entreprises de tout faire pour être donc dans les délais pour que les rentrées prochaines, nous puissions accueillir des étudiants dans des domaines donc assez pointus de la technologie pour que nous nous mettons au diapason. C'est possible. Et je suis heureux donc de vous dire que dans ce sens-là, nous sommes en train de mettre en place un laboratoire. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, par exemple, pour les chercheurs, nous avons beaucoup d'équipements qui sont là. Nous allons les permettre donc de faire la recherche sur place. Et sans me tromper, je peux dire que nous avons actuellement ici installé un microscope électronique à balayage, le plus récent qui puisse exister en Afrique ici, et le plus moderne. Donc il est là au Burkina Faso, il est fonctionnel, et les chercheurs vont commencer donc à aller donc faire tout ce qu'ils doivent faire ici, au lieu d'aller à l'extérieur encore le faire. Et ça va encore encourager d'autres personnes à chercher et à découvrir. Camarades, bonjour. J'espère que tout un chacun s'est très bien réveillé ce matin. Dernière semaine du premier mois de l'an 2026. Donc je profite à souhaiter à toutes et à tous bonne et heureuse année 2026. Je vous souhaite à vous, à vos familles, à vos proches, beaucoup de santé pour cette année, beaucoup de chance dans tout ce que vous entreprenez et beaucoup d'abnégation, beaucoup d'ardeur au travail. Et je sais que l'endurance, l'allure de ces 3 années passées n'est pas simple. Vous avez appris à travailler sous pression. La pression va continuer. Et tenez bon, attachez les ceintures. J'aime caricaturer avec les membres du gouvernement pour leur dire qu'en 2026, actuellement, c'est comme un avion qui est donc en bout de piste. Et nous allons mettre les pleins gaz pour atteindre en fin d'année ce que les pilotes appellent V1. Ce qui veut dire qu'il y aura encore plus de pression pour 2026. Et donc, tenez bon, attachez les ceintures. Je tiens aussi à vous féliciter pour tout ce qui a été fait durant 2025, mais surtout durant donc, ces 3 années. Et je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'il faut regarder dans le passé et s'armer de courage pour ce que nous devons faire pour le futur. Tout ce que nous avons eu à réaliser, je pense que nous devons ça au vaillant peuple qui a compris notre message, qui a compris le sens de la révolution. Parce que sans eux, les moyens mis à disposition de tout un chacun pour pouvoir y arriver
ça n'aurait pas été possible. L'essence même de la révolution, c'est de travailler pour le peuple. Et je pense que les exemples, il y en a beaucoup. Si vous prenez dans le domaine de l'agriculture, cette année, par la grâce de Dieu, nous avons fait une production record. Il y a des spéculations particulières que nous avons essayé d'introduire depuis ces 3 années. Comme je le dis, les esprits faibles, les petits esprits, ils pensent toujours que c'est impossible lorsqu'on veut initier de grandes choses, mais il ne faut pas les écouter. Si on devait les écouter, on allait se décourager, on n'allait pas pouvoir se lancer. Parce qu'il y en a aussi qui sont là pour nous décourager dans tout ce que nous faisons. Lorsque vous décidez d'entreprendre quelque chose, ils vont être dans les railleries, les moqueries, pour vous amener à vous démotiver, à ne pas vous lancer. Et je pense que tout un chacun a surmonté cela. Parce que ce que je dis, ce n'est pas seulement au sommet de l'État, mais jusqu'aux citoyens au niveau du village, il y a un sursaut. Voilà, tout ce qu'on disait impossible de faire au Burkina Faso en matière d'agriculture, ça s'est fait aujourd'hui. Nous avons parlé du cacao, les gens ont crié sur tous les toits. Même certains réactionnaires à l'intérieur ici ont fait comprendre que non, ce n'est pas la priorité. Et pourtant, Dieu merci, nous avons de très bons maîtres chocolatiers. Et notre objectif n'est pas de produire pour vendre à l'extérieur, c'est de produire transformé pour nous ici et pour nos enfants. Aujourd'hui, le café, c'est une réalité au bord de Saman-Denis et nous avons, Dieu merci, des Burkinabés qui le transforment. Et je vous invite donc à consommer ce qui est transformé sur place ici. Beaucoup d'autres spéculations telles que le blé, l'ananas, la vigne et bien d'autres, j'en passe, se cultivent aujourd'hui au Burkina Faso. Et ça va se transformer ici au Burkina et ça va créer de l'emploi pour les Burkinabés et c'est ce que nous allons consommer. Et donc c'est ce qu'il faut voir dans ce qu'on a pu réaliser et s'armer de courage encore pour l'avenir. Beaucoup d'autres projets donc ont été à succès. Quand on prend le domaine de l'éducation, beaucoup d'amphithéâtres ont été construits. La dernière fois au Conseil, on a adapté des textes qui permettront donc d'équiper ces amphithéâtres et de construire de nouveaux amphithéâtres. Beaucoup d'écoles et centres de formation verront le jour en 2026, au bord donc de nos pôles de croissance tels que Bagré, Saman-Denis et autres. C'est pour amener les jeunes Burkinabés à pouvoir transformer, produire et transformer ce que nous faisons ici. Donc, nous n'allons plus nous concentrer sur l'enseignement général uniquement. Nous avons parlé d'enseignement professionnel et technique et donc beaucoup de lycées modernes verront le jour en 2026. En plus de cela, nous avons décidé de construire une université technologique et j'espère que d'ici la fin de l'année, vous allez voir cette université donc se dresser. Les travaux ont déjà commencé et nous avons donné donc dit aux entreprises de tout faire pour être donc dans les délais pour que les rentrées prochaines, nous puissions accueillir des étudiants dans des domaines donc assez pointus de la technologie pour que nous nous mettons au diapason. Comme je l'ai dit, nous sommes très loin, nous sommes dans les années 1800. Et je pense qu'en 5 ans, au moins de 5 ans, nous pouvons faire un saut au moins de 100 ans pour nous retrouver dans les années 1950 au moins et continuer de travailler ainsi. Je le dis, ça peut faire rire, mais c'est la réalité. Jusqu'aujourd'hui, nous constatons notre vie, le rythme auquel nous partons, ce n'est pas bien. Donc, il faut se mettre soi-même la pression pour rattraper le retard. Donc, faites en sorte que dans quelques années, nous soyons en 1950 et après encore, on se donne la pression pour atteindre les années 2000 et espérer donc rattraper les autres. Et c'est possible. Et je suis heureux donc de vous dire que dans ce sens-là, nous sommes en train de mettre en place un laboratoire. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, par exemple, pour les chercheurs, nous avons beaucoup d'équipements qui sont là. Nous allons les permettre donc de faire la recherche sur place. Et sans me tromper, je peux dire que nous avons actuellement ici installé un microscope électronique à balayage, le plus récent qui puisse exister en Afrique ici, et le plus moderne. Donc il est là au Burkina Faso, il est fonctionnel, et les chercheurs vont commencer donc à aller donc faire tout ce qu'ils doivent faire ici, au lieu d'aller à l'extérieur encore le faire. Et ça va encore encourager d'autres personnes à chercher et à découvrir. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de domaines que nous n'avons pas oubliés, en passant par la santé, tout ce que nous sommes en train de faire, notamment les centres de santé communautaires qui sont construits et qui seront équipés. Ça fait partie aussi du lot donc, de mesures prises donc, lors du Conseil dernier. Et donc tout cela, c'est à votre actif, c'est à l'actif de toute l'administration et c'est avec donc l'appui et le soutien de notre vaillant peuple que nous arrivons à le réaliser.
l'initiative Faso Merbo, qui est devenue une agence aujourd'hui. Alors, lorsque nous entamions l'autoroute, certains doutaient parce que c'est un projet qui est là depuis plus d'une décennie. Bien sûr, nous avons trouvé le projet et lorsque nous avons donc cherché à comprendre même le projet, c'était une autoroute de 2 fois 2 voies. Et les entreprises en majorité étrangères qui avaient fait des propositions, les moins chères étaient, je pense, 1032 milliards pour faire les 2 fois 2 voies. Et donc, on nous proposait de nous financer pour pouvoir le réaliser en 10 ans pour les délais les plus courts. Il faut être conscient. Pour nous condamner les générations qui ne sont même pas encore nées à des prêts de 50, 60 ans pour construire une autoroute de 2 fois 2 voies qui sera dépassée dans peu de temps. Lorsque nous avons voulu savoir si c'est 4 fois 2 voies, certains même se sont moqués de nous, certains entrepreneurs, ils n'y croient pas. Dans un tel pays, 4 fois 2, c'est pas raisonnable. Certains ont dit que ça devrait nous coûter plus de 3 000 milliards. Mais comme je dis, dans la révolution, c'est la responsabilité, c'est la conscience. On ne va pas rentrer dans ces schémas. Voilà pourquoi nous avons décidé de le faire nous-mêmes. Parce que nous avons confiance en nos jeunes ingénieurs, nous avons confiance au potentiel des Burkinabés. Nous avons donc cherché des équipements de tout ordre. Aujourd'hui, sur ce chantier, je peux dire que le chantier il est unique en Afrique. Il n'y a pas un chantier d'autoroute pareil qui mobilise autant de monde, autant d'équipements. Il n'y en a pas. Les travaux de nettoyage, il y a plus de 100 bulldozers sur ce chantier. Et je ne vois pas pareil. Je m'étais donné 2 mois pour qu'ils puissent finir le nettoyage. Et je pense qu'ils ont tenu le pari. Nous sommes à 40 jours, ils ont déjà fait plus de 70% du nettoyage. Et le 15 février, s'il plaît à Dieu, ils auront fini. Ce qui veut dire que le rythme aussi, il n'y en a pas pareil en Afrique. Et nous allons finir, c'est un défi, nous allons finir dans un délai que personne ne va croire. Parce que nous avons déjà tout à notre disposition. Toutes les machines, tout le nécessaire est là. Il ne nous reste que le carburant et le bitume à payer. Sinon, tout le nécessaire est là. Ce qui veut dire que nous allons poursuivre parce qu'il y a beaucoup d'autres autoroutes qui doivent être lancées en 2026 et dont les travaux doivent commencer également. Les infrastructures, c'est une priorité. Ça aide tout le monde, que ce soit les populations civiles, les forces armées, les forces de sécurité intérieure. Tout le monde a besoin d'infrastructures routières. C'est pour dire qu'il faut se concentrer sur ces acquis-là, voir qu'est-ce que nous avons pu réaliser et se projeter dans l'avenir. C'est comme je l'ai dit, maintenir la pression. Et je pense que 2026, il y a tellement de grands chantiers qui doivent commencer et vous devez maintenir ce cap-là pour qu'on puisse réussir le pari. Les gens continueront à nous démotiver. Les impérialistes, ils ne manquent jamais de tours dans leur sac. Ils vont continuer à communiquer pour ternir l'image, pour nous démotiver. Il ne faut pas les écouter. Il y a aussi ces individus esclaves de salon-là qui ne peuvent jamais changer. Je l'ai dit, eux, c'est comme une malédiction qui les poursuit. Peu importe ce que vous ferez, génétiquement, ils sont esclaves. Congénitalement, ils sont aliénés. Ils ne peuvent que suivre ce que les impérialistes disent. Montrez-leur le soleil en plein jour, ils vous diront qu'il fait nuit. Donc c'est une malédiction. Et ils vont continuer à vous décourager, à parler. Mais le plus important, c'est ce que vous faites. La réalité est là et on avance. C'est ça le plus important. Pendant qu'ils sont en train de faire les railleries, leurs moqueries, nous, on crée des usines, on crée des infrastructures et on crée de l'emploi, on produit et on se sent bien. C'est le plus important. Donc, j'invite tout un chacun à faire comme le vaillant force de défense, les forces de sécurité, les vaillants VDP. Vous voyez, les impérialistes, certaines ONG, de je ne sais quoi, ont tenté tout pour saper leur morale. Ont tenté tout, ont écrit, ont intimidé, ont menacé. Mais ils avancent sereinement sur le terrain. Aujourd'hui, certains peut-être sont fatigués, ils ne parlent plus d'eux, parce que le résultat est là. Nous avançons et il y a des zones où nous avons déjà atteint les limites de la frontière, comme on le souhaitait, en train d'être sécurisés. Sur le terrain, ça se passe très bien. Donc faites comme eux et c'est le lieu pour moi donc de les rendre hommage et de les inviter à continuer ce combat. Et tous ceux qui sont sur les différents chantiers, je parlais tout de suite de façon Merbo, c'est le lieu pour moi de les féliciter, de les encourager, parce que c'est historique ce que nous faisons et c'est unique en Afrique. Et tout un chacun qui a la chance de participer à cela, et je pense qu'il doit en être fier. Et tous ceux qui ne sont pas encore entrés dans la danse,
que vous soyez ingénieur et que vous pensez pouvoir apporter quelque chose, je l'ai dit, allez-y, apportez votre pierre parce que demain, on dira ce sont ceux-là qui ont construit ces infrastructures pour permettre au Burkina Faso d'être au niveau où il est. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite encore bon courage parce que le courage, vous en avez tous besoin. Le courage, vous en avez besoin pour transcender tout ce qui peut se dire. Bon courage à tous pour 2026. Je vous souhaite bonne chance encore dans tout ce que vous menez parce que vous en avez besoin. Et je souhaite que la santé soit au quotidien pour vous, pour vos familles, pour vos proches, pour vous permettre de travailler avec la tête libre. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. Qu'ils comprennent aussi que si effectivement le Togo étant un pays membre de la CEDEAO, s'il y a des textes qui interdisent par exemple que Damiba soit extradé, mais il y a aussi des textes qui enjoignent à Damiba d'observer le terme c'est quoi le devoir de réserve en étant au Togo. Damiba a-t-il respecté le devoir de réserve qui sont également des textes sur lesquels les États s'appuient pour accorder le droit d'exil, le droit de réfugié, ainsi de suite à certains pays. Donc, mais qu'à cela ne tienne, le Burkina Faso a entrepris des démarches vers le Togo et le Togo en état souverain et le président fort en tant que président respectant la souveraineté des autres pays et qui ne veut pas que lui, son pays, soit une base arrière pour déstabiliser un autre pays frère, a agi en homme d'État, contrairement à d'autres présidents qui eux-mêmes sont arrivés au pouvoir parce qu'on les a placés au pouvoir. Et aujourd'hui, au lieu qu'ils se concentrent sur leur pays, ils n'ont qu'un projet funeste, c'est de s'encoquiner avec les États impérialistes pour déstabiliser d'autres pays frères. Alors que le Burkina Faso a été, de par le passé, une terre pour eux où ils se sont construits pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Le laps de temps, qui sont en 1 heure de temps ou en 2 heures de temps, le carnage que les forces du mal, les terroristes peuvent faire au Burkina Faso. Mais on veut le pouvoir, mais ne cherchons pas le pouvoir de façon aveuglée, parce que là également, ça frise véritablement un caractère assez diabolique, et ça, on ne pouvait pas l'accepter. Et aujourd'hui, je crois que le Togo a agi, encore une fois, en un pays frère, en un pays ami. Et la justice burkinabé va entendre Damiba. Comme je l'avais dit il y a quelques jours, je suis docteur Nebié Boukari. Je suis enseignant-chercheur à l'université Yembila Abdoulaye Togoyedi de Fadangoroma, spécialité analyse du discours. Et je suis le président de l'Observatoire de production et d'analyse du discours, en abrégé OPAD. Par ailleurs, secrétaire général du Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, RISA. Mais ici, je vous accueille en tant que directeur du Conseil à l'orientation universitaire, au niveau de la direction générale du Conseil à l'orientation universitaire et des bourses. D'accord. Docteur, nous allons vous demander de nous rappeler le parcours politique de Paul-Henri Sandaogo Damiba et le contexte qui a prévalu à sa chute. Son parcours politique, je ne sais pas, il n'est pas un politicien professionnel, j'allais dire, comme d'autres, parce qu'il y a des gens qui pratiquement ont la politique comme profession. On a un long parcours où ils ont occupé plusieurs postes jusqu'à atteindre la magistrature suprême. Paul-Henri Sandaogo Damiba n'est pas de ceux-là. On retient qu'il était officier supérieur de l'armée, parce qu'en tant que lieutenant-colonel, quand il arrivait au pouvoir en janvier 2022, et bien sûr, il est arrivé au pouvoir par un coup d'État opéré sur Rochma Christian Kaboré, et dans un contexte sécuritaire assez difficile. Et je crois que c'est l'une des raisons d'ailleurs qui ont été avancées par Damiba et aussi par tous ceux qui sont arrivés au pouvoir avec lui en 2022, c'est-à-dire restaurer l'intégrité territoriale du Burkina Faso en faisant de la lutte contre le terrorisme la boussole. Et il a géré le pouvoir pendant 8 mois, donc de janvier à septembre. Les choses ont commencé véritablement à partir du 29 septembre,
où un autre groupe d'officiers burkinabés, conduit donc par le capitaine Ibrahim Traoré, a fait un coup d'État à Damiba également, parce que, rappelez-vous les terminologies MPSR 1, MPSR 2, pour ceux qui ne sont pas du Burkina Faso. Le MPSR, c'est le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Donc c'est sous cette bannière-là que Damiba est arrivé au pouvoir en 2022, en janvier 2022, et qu'ils avaient des idéaux. Tout à l'heure, je parlais de la restauration de l'intégrité territoriale en faisant de la lutte contre le terrorisme la boussole. Malheureusement, à l'épreuve donc du pouvoir, Damiba, comme l'a expliqué plus tard le capitaine Ibrahim Traoré, a dévoyé un peu la lutte. Donc, il y aura une autre faction du MPSR qui va faire le coup d'État à Damiba en septembre. Et c'est comme ça qu'il se retrouve lui également déchu du pouvoir. Et je crois que c'est à l'issue donc de ce coup d'État-là du capitaine Ibrahim Traoré sur Damiba que Damiba s'est retrouvé du côté du Togo, un pays voisin, en tant que, je ne sais pas sous quel titre est-ce, pas un réfugié, je ne sais pas, mais avec le statut en son temps d'ancien président que le Togo l'avait reçu. Il a été accusé plusieurs fois. Et est-ce que vous pouvez revenir en tout cas sur ces chefs d'accusation? Oui, je sais que le ministre, le gouvernement, à travers le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire Sana Mahamoud Sana, a fait plusieurs fois des communiqués pour prendre l'opinion publique nationale et internationale à témoin plutôt, sur le fait que M. Damiba, depuis le Togo, serait impliqué dans des actes de déstabilisation du Burkina Faso. Et vous l'aurez compris également récemment, on a vu cette tentative d'échouer encore, et vous l'avez dit, ça fait la énième fois que M. Damiba, son nom ressort dans cette tentative de déstabilisation du Burkina Faso. Et pour cette fois-ci, où il a été extradé, où il est chef d'accusation retenu contre lui, détournement criminel, des deniers publics, corruption, incitation à commettre des actes de crime et de délit. Et tout cela, en tant que chef d'accusation, montre clairement que M. Damiba n'était pas au Togo, simplement avec le statut d'ancien chef d'État. Un statut qui lui astreint quand même une certaine réserve. Mais malheureusement, s'il faut être du côté du Togo et puis continuer à tirer les ficelles pour déstabiliser son pays, le pays même qu'il avait lui-même dirigé pendant 8 mois, je crois que ça ne fait pas honneur. D'accord, ça ne fait pas honneur, et on va parler un peu de la relation entre le Burkina Faso et le Togo, en tout cas qui a prévalu aujourd'hui à son extradition. Quel est le langage en tout cas qui a prévalu à cette situation? Quel est le langage qui a prévalu? On fera des hypothèses parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été véritablement mis dans la balance pour que Damiba soit extradé. Mais vous savez, comme je l'avais dit à d'autres occasions, je trouvais pour ma part incompréhensible que M. Damiba soit à Lomé, au Togo donc, qui est un pays avec lequel quand même le Burkina Faso et l'AES de façon générale entretiennent des relations plus ou moins amicales à ce jour. Et donc je trouvais quand même inacceptable et inexplicable que Damiba soit au Togo, et si le Togo est un pays frère et un pays ami, qui me semble dans notre stratégie de souveraineté, ne nous met pas les bâtons dans les roues, on ne pouvait pas comprendre que Damiba soit là-bas et qu'il ne soit pas extradé. Damiba aurait été dans un autre pays autour de nous, que j'aurais compris qu'on veuille toujours lui offrir gîte et couvert, malgré les preuves jusque-là avérées de son implication dans des tentatives de déstabilisation du Burkina Faso. Mais le Togo, c'est incompréhensible.
Mais aussi, ce qui me rassurait quand même, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré, je crois, en septembre ou en octobre 2024, quand il avait accordé un grand entretien à un certain nombre de médias, la question lui avait été posée sur le cas de l'extradition de Damiba. Et le capitaine Ibrahim Traoré avait dit ce jour-là que la question est abordée avec les autorités togolaises et que ce jour-là, le jour où même il donnait l'interview, une rencontre devrait se tenir entre la partie burkinabé et la partie togolaise sur le cas d'Amiba. Mais au regard de l'entretien qu'il accordait aux journalistes, l'entretien avait été reporté. Et donc, ça m'avait rassuré au moins qu'il y a des démarches qui sont entreprises jusqu'à ce qu'effectivement, je pense le 19, on ait vu le communiqué du gouvernement togolais, appuyé plus tard par le communiqué du gouvernement burkinabé qui montre clairement que Damiba a été extradé. Mais il faut dire que peut-être il y avait cette démarche depuis longtemps, mais il me semble que les choses sont allées un peu plus vite avec la dernière sortie du ministre de la Sécurité, donc ce qui met Damiba au cœur en tant que tête, en tant que cerveau de ce vaste complot de déstabilisation du Burkina. Et on a vu les témoignages qui sont faits par ceux qui ont été pris la main dans le sac, et tous ces faisceaux d'indices renvoient à une seule personne, Damiba. Parce que quand vous lisez le communiqué, il est clairement dit là-dedans que la demande d'extradition de Damiba par le Burkina Faso a été soumise par le Burkina Faso le 12 janvier 2026. Et effectivement, le 19, Damiba a été extradé. Donc, c'est allé très vite à la dernière minute, même si on peut reconnaître qu'il y avait déjà des démarches au préalable, compte tenu aussi de ce qu'on savait déjà sur les intentionnalités de Damiba et de certaines personnes qui lui jurent toujours loyauté, rien que pour déstabiliser le Burkina. C'est-à-dire on a vraiment trouvé qu'il y a matière vraiment à interpeller Damiba, si on vous a bien écouté. Absolument. Moi, j'y crois fermement parce que jusqu'à preuve du contraire, les témoignages de ceux qui ont été pris dans ces dernières tentatives, les témoignages qui ont été faits, jusqu'à preuve du contraire, c'est la version officielle. Donc moi, je m'en tiens à cela. Et tous disent que c'est Damiba, avec des preuves à l'appui. C'est sûr que les témoignages que nous avons vus à la télé, si les autorités ont décidé qu'il était de bon ton que ces personnes-là fassent des témoignages et qu'on les diffuse, ça veut dire que ce n'est qu'un dixième des éléments qu'ils ont dans le dossier. Et donc, si les autorités burkinabées mettre tout ça à la disposition des autorités togolaises, il n'y a pas de raison que la partie togolaise n'accède pas à la demande de Burkina Faso, parce que c'est vice-versa. Si aujourd'hui vous acceptez d'héberger quelqu'un qui veut lui-même déstabiliser son propre pays, mais n'oubliez pas que demain, peut-être que quelqu'un de chez vous aussi pourrait se retrouver sur un autre territoire et mène de telles actions contre votre pays. Et est-ce que vous serez content que la personne utilise un autre pays comme base arrière pour déstabiliser? Donc je pense que les autorités togolaises ont mis tout cela dans la balance, et certainement que la partie burkinabé leur a également transmis quelques preuves quand même suffisantes qui permettent qu'ils accèdent à la demande du Burkina Faso. Et aujourd'hui, on sait que le Togo fait toujours partie de la CEDEAO, et le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont dans l'AES. Et est-ce que cette situation peut vraiment avoir des enjeux pour le Togo, qui est toujours en tout cas dans la CEDEAO? Oui, c'est une bonne question, mais une bonne question dans le cadre purement du juridisme. Mais les juridictions ne sont pas au-dessus des États. Je ne vois pas une seule juridiction au monde qui va s'encombrer d'un certain nombre de principes, d'un certain nombre de textes, jusqu'à ce que l'État s'effondre. Il faut qu'il y ait de l'intelligence dans l'application des textes aussi, de mon point de vue. Dans aucun pays au monde,
même les pays qu'on présente parfois comme étant entre griffes des modèles en matière de démocratie, des modèles en matière de respect des droits humains et autres, là, même eux n'accepteraient pas que voilà, un de leurs citoyens utilise un autre pays comme base arrière pour déstabiliser et qu'on dise non, il y a des textes qui interdisent. Mais ceux qui parfois débitent de telles j'allais dire, insanités, là, il faut qu'ils comprennent aussi que si effectivement le Togo étant un pays membre de la CEDEAO, s'il y a des textes qui interdisent par exemple que Damiba soit extradé, mais il y a aussi des textes qui enjoignent à Damiba d'observer le terme c'est quoi le devoir de réserve en étant au Togo. Damiba a-t-il respecté le devoir de réserve qui sont également des textes sur lesquels les États s'appuient pour accorder le droit d'exil, le droit de réfugié, ainsi de suite à certains pays. Donc il faut que voilà, on aille au-delà de ces conformismes-là pour voir la réalité. Et même aujourd'hui, je suis parfois ces derniers temps, surtout avec l'affaire d'extradition de Damiba, comme on peut les appeler, des gens qui sont dans des pays voisins, qui s'excitent dans tous les sens, et notamment de la Côte d'Ivoire, il faut nommer les pays comme ça. Et on voit des chroniqueurs en Côte d'Ivoire, des gens peut-être payés pour venir sur les plateaux pour débiter des insanités sous le pseudonyme de titre fallacieux de analyste politique, journaliste. Mais c'est n'importe quoi, permettez-moi le terme. La crise post-électorale en Côte d'Ivoire, quand c'est arrivé, et puis M. Laurent Gbagbo a été extradé à la Haye. Enfin, oui, envoyé à la Haye. Les caciques du pouvoir Gbagbo qui s'étaient retrouvés, au Ghana, Laurent Bilogoudé Charles par exemple, Lida Kwasi Moïse qui s'était retrouvé au Togo, et bien d'autres, ils ont été extradés en Côte d'Ivoire. Mais ils sont dans la CEDEAO, les mêmes textes existaient, non? Récemment, vous êtes journaliste, un journaliste béninois autant pour moi, comme l'un qui est au Togo en tant que réfugié. Il est journaliste béninois, il est au Togo en tant que réfugié, et du Togo, il a obtenu une invitation en Côte d'Ivoire pour une conférence. Et c'est pendant qu'il est en Côte d'Ivoire que les autorités ivoiriennes l'ont appréhendé et l'ont extradé vers le Bénin. Et donc, l'ont mis à la disposition de Patrice Talon. Ont-ils respecté les mêmes clauses? La question a été posée au ministre de la Communication de la Côte d'Ivoire à la sortie d'un conseil de ministres. Qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Oui, et le Bénin a fait une demande et ils l'ont appréhendé, ils l'ont extradé. Ils ne savaient pas qu'il avait le statut de réfugié politique au Togo. Mais c'est une explication qui ne tient pas. Comment tout un État peut appréhender quelqu'un et on le met dans un avion sans quand même lui poser un certain nombre de questions, surtout qu'il y a la possibilité administrativement de vérifier cela. Donc, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui les gens nous sortent de tels messages parce que, je vais vous le dire en vérité, tous ceux aujourd'hui qui s'égosillent, qui s'excitent, qui se trémoussent et qui pensent que ce n'était pas normal que le Togo extrade Damiba vers le Burkina Faso, ce sont des gens qui sont purement dans la conspiration, dans le complotisme contre le Burkina Faso. Il n'y a pas plus. Vous n'avez qu'à regarder leur profil, que ce soit des Burkinabés qui ne sont plus au Burkina Faso aujourd'hui, qui sont en rupture de banc avec la nation, ou que ce soit des non-Burkinabés, mais des gens de pays voisins, tous. Leur seule volonté, c'est de voir le pouvoir burkinabé s'écrouler. Et pour eux, Damiba était comme celui-là sur qui ils pouvaient s'appuyer encore pour actionner un certain nombre de leviers pour pouvoir arriver à leur fin. Donc aujourd'hui, que le plan de Damiba ait été déjoué, que Damiba lui-même, qui est le champion aujourd'hui, ait été extradé au Burkina Faso, bien sûr que ça tremble, comme dit Didier Arafat, ça tremble dans leur rang. Et ils savent que non seulement Damiba va parler, mais aussi les portables de Damiba vont parler.
Donc c'est tout cela qui les met dans cette, qui les met plutôt dans cette frayeur-là. Mais qu'à cela ne tienne, le Burkina Faso a entrepris des démarches vers le Togo, et le Togo, en état souverain, et le président fort, en tant que président, respectant la souveraineté des autres pays, et qui ne veut pas que lui, son pays, soit une base arrière pour déstabiliser un autre pays frère, a agi en homme d'État, contrairement à d'autres présidents qui eux-mêmes sont arrivés au pouvoir parce qu'on les a placés au pouvoir, et aujourd'hui, au lieu qu'ils se concentrent sur leur pays, ils n'ont qu'un projet funeste, c'est de s'encoquiner avec les États impérialistes pour déstabiliser d'autres pays frères. Alors que le Burkina Faso a été, de par le passé, une terre pour eux où ils se sont construits pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et en termes d'interprétation, je dirais que il ne faudrait pas voir ça en une procédure juridique normale, mais une question plutôt de souveraineté envers de l'État et de sécurité nationale. Oui, je ne saurais exactement répondre à la question parce que, franchement, je ne suis pas juriste, il faut le dire, et je n'ai pas eu l'occasion aussi de chercher véritablement pour voir quels sont les textes qui régissent les différents États en la matière. Mais ce que vous appelez, vous savez, tout est possible en politique. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit une fois lors de ses sorties publiques. Les relations entre les États sont toujours au-dessus des relations entre les individus. Un individu ne pourra jamais imposer sa volonté aux relations, ou faire, je vais dire quoi, changer le cours des relations entre les États. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand Demba a été extradé, j'avais eu l'occasion de le dire quelque part, c'est un message qu'on envoie à tous ceux-là qui pensent être très bien cachés dans des pays voisins ou dans des pays lointains pour tirer à boulet rouge sur les pays et pour être en intelligence avec les forces du mal pour déstabiliser les pays, parce que tôt ou tard, ils feront face à la justice de leur pays et ce n'est qu'une question de temps. Et on ne peut pas accepter. Regardez par exemple les témoignages qui ont été faits par les co-complices de Damiba sur cette histoire. Comment est-ce que quelqu'un qui a géré le pouvoir d'État, même si aujourd'hui tu n'es plus au pouvoir, quand même, tu ne peux pas souhaiter que ton pays s'écroule. Voilà. Mais demander par exemple de miner des quartiers entiers à Ouagadougou pour que lorsqu'on va passer à l'acte, que personne ne puisse sortir. Mais ça veut dire quoi? Si les gens sortent, il y aura des explosions. Ah, ils vont mourir. Mais on veut tuer autant de populations pour gérer qui? Pour gouverner qui finalement? Mais les bases des drones qu'on voulait désactionner, mais désactiver si vous voulez. Mais en même temps, si vous les faites, est-ce que vous imaginez dans le laps de temps, qui sont en 1 heure de temps ou en 2 heures de temps, le carnage que les forces du mal, les terroristes peuvent faire au Burkina Faso? Mais on veut le pouvoir, mais ne cherchons pas le pouvoir de façon aveuglée, parce que là également, ça frise véritablement un caractère assez diabolique, et ça, on ne pouvait pas l'accepter. Et aujourd'hui, je crois que le Togo a agi, encore une fois, en un pays frère, en un pays ami, et la justice burkinabé va entendre Damiba, comme je l'avais dit il y a quelques jours, pour qu'ils nous disent pourquoi il en veut tant au Burkina. Pour moi, ce n'est pas contre le capitaine Ibrahim Traoré. Si c'est contre le capitaine, on peut vouloir faire un coup d'État au capitaine Ibrahim Traoré. Mais vouloir que le pays même s'écroule totalement, ah non, il faut qu'ils disent au Burkinabé qu'est-ce que le Burkina lui a fait pour qu'il en veuille tant au Burkina Faso, pour qu'il ait eu cette intention-là, qu'il a voulu mettre en œuvre pour que le Burkina s'écroule. Pour vendre le pays à d'autres personnes, certainement. Et ça, je pense que c'est une haute trahison de sa part. Docteur, on sait que, en tout cas, dans cette tentative, il y a eu bien des civils, mais aussi des militaires. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour en tout cas restaurer l'unité au sein des forces armées nationales, en vue en tout cas d'éviter des situations pareilles à l'avenir? Oui, on ne va pas faire dans la langue de bois pour dire que dans l'armée tout est ok. Non, il y a encore
j'allais dire, quelques brebis galeuses. Malheureusement, mais quand il en existe, on ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller. Sinon, aujourd'hui, vous conviendrez avec moi, pour ceux qui sont au Burkina, qu'il y a une certaine unité, une certaine union dans l'armée aujourd'hui qu'on n'avait pas avant. Et l'armée aujourd'hui a quand même conquis le cœur des Burkinabés de par justement l'union qu'elle entretient entre elles, mais aussi par les actes qu'elle pose sur le terrain aujourd'hui en termes de lutte contre le terrorisme. Je vous disais tout à l'heure, quand Damiba est arrivé au pouvoir par le coup d'État en janvier 2022, à la limite, il a été applaudi parce que le président Roch-Marc Christian Kaboré avait montré toutes ses limites en matière de lutte contre le terrorisme et le Burkina Faso allait toucher le fond. Donc aujourd'hui, on peut au moins dire qu'il y a une certaine union. Mais on n'oublie pas, enfin, on nie pas qu'il y a aussi toujours des brebis galeuses. Et pour moi, vous savez, quand vous sensibilisez assez, chaque fois le capitaine Ibrahim Traoré, quand il prend la parole, il revient là-dessus. Mais vous sensibilisez à un certain moment, il faut passer à l'acte. Oui, il faut des sanctions exemplaires pour que ces militaires, officiers, officiers supérieurs, sous-officiers, qui continuent de se laisser manipuler par des civils ou par des gens de l'extérieur, comprennent que ils portent la tenue burkinabé, le treillis burkinabé là, ils le portent pour défendre le Burkina Faso. Et s'il y a des raisons, je ne vois même pas quelles raisons on peut avancer aujourd'hui pour vouloir déstabiliser pour son pays, pour vouloir mettre un terme à ce régime-là. Parce que ce qu'on demandait, ce que l'armée demandait et que nous les accompagnons avant, au temps de Roch-Marc Christian Kaboré notamment, c'était que l'armée était délaissée. C'était que vous avez des militaires qu'on envoie au front combattre le terrorisme sans moyens roulants, sans moyens de protection, sans armes. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, on arrive au pouvoir, on trouve comme à peu près 200 kalash à l'état-major général des armées. Vous avez en son temps des colonnes entières de militaires qui vont au front pour la relève, par exemple. Et quand personne n'est armé, on a eu ici l'histoire des gilets pare-balles périmés. Mais aujourd'hui, en 3 ans de prise de pouvoir, qu'est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas fait pour mettre l'armée dans les conditions pour qu'elle puisse faire son travail régalien, celui de la protection de l'intégrité territoriale et celui de vaincre le terrorisme. Tous les moyens sont mis en œuvre à telle enseigne que vous avez aujourd'hui même des civils qui estiment que mais on a assez mis dans l'armée, il faut aussi voir dans d'autres secteurs. Il y a des gens qui le disent. Ils le disent. Mais quand, c'est en ce moment-là, que des militaires trouvent moyen pour faire coup d'État, qu'est-ce qu'ils veulent? Et regardez, encore une fois, je reviens récurremment là-dessus. Quand vous écoutez les témoignages, que ce soit de ceux qui voulaient comploter avec Damiba et autres, qu'est-ce qu'ils disent? Damiba a quel projet, quelle, j'allais dire quoi, stratégie pour les Burkina Faso, quel programme pour les Burkina Faso? Mais quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas vivre sans le pouvoir. Pour lui, c'est arriver au pouvoir et en jouir. Est-ce un projet de développement d'un pays? Est-ce un projet de protection de son État que de dire je ne peux pas vivre sans le pouvoir? Donc aujourd'hui, oui, pour que ces tentatives-là cessent, il faut que toute la chaîne soit remontée et tous ceux qui sont impliqués, civils ou militaires, répondent fermement de leurs actes devant les juridictions compétentes. D'accord. Donc, Damiba est là. Est-ce que, voilà, on va les remettre à la justice pour la suite de la procédure? Ou en tout cas, qu'est-ce que vous imaginez? C'est mon souhait qu'on le remette à la justice pour suite à donner. Et je souhaite que ce soit retransmis comme le projet du Téhéran pour que les Burkinabés, où qu'ils soient, quel que soit l'endroit du pays où ils se trouvent, puissent suivre cela en direct également et qu'on comprenne et véritablement que la justice n'est pas une main qui tremble quand elle va prendre sa sentence.